Bonjour Jérémy, Bonjour Raoul. je suis très contente de t'accueillir sur ce sommet du leadership singulier engagé. Nous nous connaissons depuis très longtemps maintenant, depuis l'enfance, hein, puisque nos parents se connaissaient. On a pu passer un peu de temps ensemble en Bornfoot. Et du coup, ouais, je suis vraiment très contente de te retrouver aujourd'hui pour parler de sujets qui te tiennent à cœur, qui me tiennent à cœur aussi. Peut-être pour te présenter avant de te donner la parole. Donc, toi, Jérémy, tu es entrepreneur social, tu es enseignant-chercheur en management et en entrepreneuriat aussi. Tu es consultant indépendant. Tu vis aujourd'hui à Madagascar où tu es rentré après ton doctorat, ce qui était sur les business models inclusifs et que tu as soutenu à Lille, à l'IAE de Lille en 2017. Et puis aujourd'hui, en fait, tes activités sont entre le fait que tu travailles dans une association dont on va parler, je suis président de l'ONG Dry Forest. Et puis, je suis aussi responsable développement de passerelles numériques Madagascar. Et tu enseignes également la stratégie d'entreprise chez Vatel Madagascar. Est-ce que tu veux rajouter d'autres choses sur cette présentation de qui tu es ou de ton parcours, des choses en plus? Tout d'abord, je vais d'abord commencer par te remercier, Oul, de me donner l'honneur d'être présent à un tel sommet et de pouvoir partager un petit peu mon parcours à cette occasion. Et voilà, en plus, comme on se connaît depuis très longtemps, c'est même avec un très grand plaisir et vraiment de te soutenir aussi dans tes activités professionnelles. Et donc, voilà, je tenais d'abord à dire ça en premier lieu. Non, sur mon parcours, je pense que tu as tout dit. Enfin, pour une présentation rapide, tu as tout dit. D'accord, super. Du coup, peut-être pour commencer, peut-être j'ai envie de te parler justement de ce retour à Madagascar suite à tes études. Tu as fait des études et de la recherche aussi en France, notamment sur le management inclusif. Est-ce que tu peux juste nous dire, sans forcément aller trop loin, parce que je sais que quand on est chercheur, on aime aller dans le détail de toute l'expertise, mais est-ce que tu peux nous dire quand même un peu ce que tu as fait en France et puis ce qui t'a amené à rentrer à Madagascar après ce travail quand même assez intense que tu as fait en France de recherche en management? Alors oui, avec plaisir. Donc j'ai fait des études en management. Donc d'abord plutôt, on va dire, en marketing commerce, puis ensuite une licence en plus marketing communication, un master en management et finalement un doctorat en management stratégique. Donc, pour le doctorat, j'ai travaillé surtout sur le sujet des business models inclusifs et aussi des business models sociaux. C'était pas Mhm. le cœur de mon sujet, mais bon, plusieurs de mes cas étaient aussi en même temps des social business models. Mhm. Donc, j'ai travaillé un peu sur ces sujets-là pendant ma thèse, qui a duré 4 ans, un peu plus de 4 ans et demi, Mhm. à l'IAE de Lille. Et donc, j'ai travaillé surtout, on va dire, sur les modèles d'entreprise qui font le choix délibéré d'inclure dans leurs ressources humaines et donc dans la création de valeur plus de 50% de ressources humaines délaissées par les marchés en raison de leur vulnérabilité le plus souvent, d'une situation de précarité, d'un handicap, d'une situation de chômage de longue durée, par exemple. Mhm. Et donc, j'ai regardé les entreprises qui faisaient le choix délibéré d'employer majoritairement ces personnes et qui arrivaient à être particulièrement performantes, voire innovantes sur les Mhm. activités qu'elles développaient. Et Mhm. donc voilà, c'était mon sujet de thèse. J'ai eu la chance et aussi l'honneur d'avoir quelques publications aussi bien en euh, revue scientifique internationale et aussi d'avoir un chapitre d'ouvrage qui a été publié dans un ouvrage collectif de recherche sur mes travaux. Donc voilà, et puis quelque part le retour à Mada, pour faire le lien et puis pour essayer d'être synthétique aussi. Le retour à Mada s'inscrit pleinement aussi dans ce travail de recherche, quelque part dans la continuité de ce travail de recherche, Mhm. puisque en termes de financement, j'avais une convention CIFRE, donc avec un acteur du tissu économique français pour qui ma thèse bénéficiait, en l'occurrence la Fondation Agir contre l'exclusion et son partenaire, l'Association des paralysés de France, puisque ma thèse répondait quelque part à un besoin de ces deux acteurs.
Et à Mada, en fait, mon intérêt étant métis malgache, ayant grandi à Mada, ayant vécu à Madagascar jusqu'à mon baccalauréat, c'était assez important de rentrer au pays pour moi. J'ai toujours voulu rentrer au pays. Euh, donc, on va dire, c'est juste que je pensais rentrer après un master. Et finalement, les études se sont un peu allongées. Et dès ma soutenance de doctorat en poche, j'ai fait mon déménagement, ma procédure de déménagement, et j'ai déménagé et je me suis installé à Tana. Donc, pour le retour au pays, c'est à la fois on va dire, une continuité dans mon travail de recherche, parce que voilà, au final, j'étudie les mêmes sujets et dans mes activités, je reste sur les mêmes sujets, des activités qui cherchent à être inclusives et aussi sociales le plus souvent, c'est-à-dire à but non lucratif. Tout en utilisant un business model vraiment économique, si possible, pour générer les revenus de l'activité et soutenir le développement de l'activité. Donc ça, on aura l'occasion d'en reparler par rapport aux activités plus précisément. Mais on va dire ça, c'est le premier point qui fait la suite, qui explique mon retour au pays, le souhait de voilà, travailler sur Madagascar enfin quelque part, puisque les études ont été faites en France, les sujets de thèse en France, etc. Donc ça me tenait vraiment à cœur de pouvoir contribuer avec mes recherches humblement à ma mesure au développement du pays. Et en même temps, le côté plus personnel, rentrer au pays, il y a deux choses, je dis souvent, quand les gens me demandent pourquoi tu rentres au pays. Personnellement, amour du pays, très très fort, très très fort pour moi. J'ai eu la chance de voyager quand j'étais petit aux quatre coins de Mada, et j'ai des souvenirs plein la tête. Et quand je les comparais avec mes amis étudiants en France, entre guillemets, quand on discutait de notre enfance, de nos enfances respectives, eh bien, j'avais vraiment le sentiment d'avoir eu une enfance extraordinaire. Donc quelque part, c'était naturel de rentrer au pays et par la suite, je l'espère bientôt, pouvoir aussi transmettre cette chance que je considère avoir eue de grandir à Mada à mes propres enfants. Génial. Donc ça, c'est l'amour du pays. Et la dernière chose, c'est le sens du devoir. Dans les deux valeurs personnelles, c'est d'une part l'amour du pays. Je ne me vois pas vivre ailleurs personnellement en choix. Et puis, il y a un côté sens du devoir. Si un jeune qui est bien formé et qui aime son pays ne rentre pas au pays, comme c'est le cas pour moi, qui va quelque part, comment ce pays va évoluer si, entre guillemets, on n'a pas de profil comme le mien, entre guillemets, modestement, hein, je dis pas, il y a de très bons profils, je ne parle pas du mien en tant qu'un profil extraordinaire, non. C'est vraiment de dire, si de bons profils ne rentrent pas à Mada, comment le pays va sortir du marasme où il est aujourd'hui sur tout un tas de domaines, de la société. Ouais, donc cet amour du pays, ce sens du devoir, c'est ce qui t'a fait, rentrer. Finalement, j'ai quand même une question encore sur le début, sur comment tu t'es lancé dans ces thématiques vraiment de business inclusif, d'inclusivité. Parce qu'en fait, tu disais que tu étais au départ partie pour faire un master, et puis finalement, tu as eu envie d'aller plus loin, de te lancer dans un doctorat. Comment ces sujets ont surgi chez toi et l'envie d'aller vraiment les étudier de près? Alors, ça remonte un petit peu. Alors, on va dire, j'ai aussi eu la chance dans mes expériences très tôt de créer une entreprise alors que j'étais encore au lycée, qui était une marque de vêtements qui s'appelle Terratan, qui existe toujours aujourd'hui sur Internet, uniquement en site à destination de la diaspora malgache. Le lien, c'est terratan.com. Et donc, au fait, cette expérience de Terratan très tôt m'a permis de faire en sorte que les études se sont passées vraiment très rapidement pour ce qui est du bac+5, parce que j'avais déjà mon cas en tête. J'étais en première S scientifique à l'époque, bac scientifique. Et donc, j'avais pas de notion de gestion d'entreprise, mais on va dire le fait d'avoir créé la marque de vêtements et d'avoir du coup découvert directement dans la pratique la vente, le design aussi, donc les aspects un peu plus marketing, la communication autour des produits, etc., m'a vraiment permis de développer des compétences pratiques sur l'entrepreneuriat très tôt. Le fait d'avoir été comme ça
d'avoir créé une marque de vêtements à 17 ans, bah, ça m'a donné, entre guillemets, des compétences pratiques. Et quand je suis arrivé en études supérieures, du coup, d'abord en commerce marketing, eh bien, c'était très facile pour moi, c'était assez évident parce que j'avais déjà mon cas, mon exemple en tête. Donc ça, on va dire, c'est ce qui a fait que mes études se sont assez bien passées. Et comme je voulais rentrer à Mada et que je m'intéressais, on va dire, en tant qu'étudiant, je lisais beaucoup de livres sur l'économie. Assez tôt, je me suis mis à lire des livres sur l'économie, sur le management, et puis même plus largement sur l'histoire de l'Afrique aussi. Enfin, je suis très intéressé par toutes les sciences humaines, au final, et les sciences humaines et sociales m'intéressent beaucoup. Eh bien, en fait, j'avais le sentiment justement, il fallait quelque part un management beaucoup plus proche des gens et de regarder surtout les personnes qui ont les plus petits salaires dans les entreprises et que c'était sur ces personnes-là qu'il fallait mettre le plus d'attention, que ce soit en termes de management qu'en termes d'accompagnement, plutôt que d'avoir un management coercitif, ce qui est beaucoup plus répandu à Madagascar. J'avais, on va dire, ce sentiment-là assez tôt. Et donc, je m'intéressais, des livres qui m'ont beaucoup intéressé, comme les livres de Mohamed Younous, qui est vraiment une référence pour moi. Que j'ai lu très tôt, avant même de rentrer en master. J'ai lu son premier livre qui s'appelle Le banquier des pauvres, si je ne me trompe pas. Et donc, dans ce livre, il expliquait le modèle de la création de la microfinance, du microcrédit au Bangladesh. Et donc, ça m'a beaucoup inspiré. Et donc, j'ai lu son deuxième livre, Vers un nouveau capitalisme, qui m'a également beaucoup inspiré. Et donc, en arrivant plutôt en master recherche, il y a au moment de la rédaction de mon mémoire, donc, il y a mon directeur de thèse qui voilà, a discuté avec moi pour m'orienter. Et tout de suite, en fait, il m'a donné un article de Mohamed Younous, publié en management avec des chercheurs français, sur les business models, sur le social business model. Donc, au final, il avait beaucoup parlé dans ses livres du social business. Et donc là, quelque part, c'était un peu une tentative, enfin du moins, c'était une théorisation de son modèle. Et donc, ça m'a beaucoup parlé. Justement, le social business, c'est un type d'entreprise à but non lucratif du coup, essaie même de mettre une échelle de salaire pour justement limiter les écarts de richesse au sein même de l'entreprise, qui réinjecte tous ses bénéfices dans l'entreprise pour lui permettre de croître. Que s'il y a des investisseurs, si on investit 1000 euros ou 1000 dollars, la personne récupère 1000 euros ou 1000 dollars et il n'y a pas d'intérêt il n'y a pas de rémunération du capital. Et donc, en fait, ce modèle m'a beaucoup parlé. Ce modèle un peu théorique du social business m'a beaucoup parlé. Je me suis dit que pour un pays comme Mada, ça serait vraiment adapté pour moi. Mes inspirations, c'était déjà pendant les études, j'ai découvert l'atelier Dieudonné Violette, situé ici à Tana, qui fait les baobabs en métal noir, là, qui sont un peu leur marque de fabrique, c'est un peu leur produit phare. Donc voilà, j'ai découvert l'histoire de l'atelier Dieudonné et Violette, et voilà, c'était un peu ce genre d'entreprise qu'ils avaient, des entreprises inclusives, mais à la fois sociales. Et quelque part, on peut aussi regarder certaines ONG ou certaines associations sous ce prisme-là, les associations qui s'autofinancent. On peut vraiment les voir sous ce prisme-là, sous le prisme du business model, et donc on peut les voir comme des social business. Et donc, on va dire, ça m'a beaucoup parlé, et donc forcément, très vite, comme mon directeur de thèse est un chercheur de renommée internationale sur les business models, le professeur Xavier Lecoq, eh bien, grâce à lui, grâce à cet angle qu'il m'a donné à mon travail, très, très tôt, on s'est compris, et voilà, je suis parti assez tôt sur ces sujets d'entreprise sociale et entreprise inclusive, sous un angle d'analyse business model, puisque c'était un peu, on va dire, un des sujets forts du laboratoire de l'école où j'ai fait ma thèse, l'IAE Lille. Oui, Jérémy, on a été un petit peu coupé à cause de la bande passante, mais moi, je voulais te poser la question parce que parmi les personnes qui vont nous écouter, il y a vraiment des personnes qui se posent un peu la question du sens, la question
qu'est-ce que je vais faire de ma vie, dans quel projet je vais pouvoir m'engager. Moi, j'ai l'impression que toi, finalement, assez tôt, tu as eu conscience de pas mal de choses. Déjà, quand tu t'es lancée en tant que, à 17 ans, tu as voulu créer ta marque de vêtements. Euh, voilà, et puis à un moment donné, tu as eu envie un peu ouais, de t'engager dans ce côté très, très social, très inclusif. Comment est-ce que tu arriverais à voir un peu les graines de ce chemin qui fait qu'aujourd'hui tu es devenu voilà, entrepreneur et puis aussi très actif en association à Madagascar? Est-ce que voilà, tu as quelques clés ou Bah, je, graines à partager? bah, je dirais déjà ma principale inspiration, c'est le père Pedro. Mm. Et en termes, et donc ça déjà, je pense que c'est quelque chose de fort. Je suis très inspiré par des hommes et des femmes engagés. On va dire c'était un peu les modèles. C'est un peu les modèles que j'ai perçus assez tôt. Euh, Pour ceux qui ne connaissent et, pas le père Pedro, parce que parmi les personnes qui vont voir, certains ne connaissent pas. Alors, le père Pedro, c'est donc un prêtre lazarite, si je ne dis pas de bêtises, qui est venu en voyage à Madagascar alors qu'il n'était même pas encore prêtre, juste en mission la première fois, et qui est tombé littéralement amoureux du pays et de son peuple. Et il est reparti faire ses études en Europe. Il est argentin d'origine slovène. Ses parents ont fui la Slovénie, ont fui la guerre lors de la Seconde Guerre mondiale. Et donc lui a été très inspiré jeune justement par Che Guevara, qui était Mm. la figure argentine de l'époque, et par, si je ne dis pas de bêtises, Saint Vincent de Paul et Jésus pour ce qui sont ses inspirations religieuses, si je ne me trompe pas, hein. Et donc, on va dire, très tôt, il a su qu'il voulait travailler au service des pauvres Mm. et aider les pauvres. Et on va dire que voilà, dans le parcours du Père Pedro, il y a quelque chose qui m'inspire beaucoup. Je parlais de Mohamed Younous tout à l'heure, qui m'inspire beaucoup, qui en fait, lui, est professeur d'économie, qui a eu son doctorat aux États-Unis, qui est rentré au Bangladesh au lendemain de l'indépendance du Bangladesh Mm. pour, pareil, enseigner l'économie. Et très tôt, après être rentré au pays, si je crois 4 5 ans après être rentré au pays, euh, avec ses étudiants, il décide d'aller concrètement essayer de lutter concrètement contre la pauvreté en descendant des bancs de l'amphi de l'université dans le bidonville juste à côté de l'université de Chittagong au Bangladesh. Et il a prêté 30 dollars qui sortaient de sa poche à des femmes essentiellement, et il s'est rendu compte que, contrairement à ce que les banques disaient, la majorité de ces femmes remboursées étaient totalement solvables, et donc remboursaient les prêts qu'il leur faisait. Et Mm. donc, en fait, c'est ce côté-là, le fait d'avoir grandi à Madagascar, tu côtoies forcément la pauvreté quand tu es enfant, surtout, parce que justement, quand on est enfant, il n'y a pas toutes ces barrières, tous ces codes sociaux. Mm. Euh, et donc, on va dire, le regard est encore pur, celui d'un enfant. Il ne voit qu'un enfant en face, il ne voit pas toute la condition sociale, etc. Et donc, j'ai énormément joué au foot dans des rizières quand j'étais petit, par exemple, ou voilà, traîner dans le quartier, entre guillemets, comme tous les enfants un peu partout dans le monde. Et donc, forcément, j'ai côtoyé, on va dire, la pauvreté plus chez les autres, puisque moi, mes parents étaient dans leur profession, voilà, ils avaient des rémunérations qui nous permettaient d'être dans la classe moyenne à Madagascar à l'époque. Euh, mais je dis toujours en comparaison que j'étais boursier échelon zéro arrivé en France pour donner un ordre d'idée Mm. aux personnes en France. Voilà, le fait de côtoyer la pauvreté, de côtoyer des copains qui étaient pauvres et d'être resté leurs copains en fait en grandissant, Ouais, ouais. je connais des gens vivant dans la pauvreté, voire même dans l'extrême pauvreté, dans le quartier où je suis grand, mais j'espère bientôt y reposer le pied. Eh bien, à chaque fois, dès que j'y passe, je suis souvent alpagué par tout un tas de personnes qui me rappellent à des bons souvenirs d'enfance et de jeunesse. Donc voilà, on va dire c'est aussi ça, c'est quelque part, moi je me vois pas bosser dans autre chose. Mm. Clairement, dans ma quête de sens personnel, je suis, si je, on va dire, je peux être même, comment dire, j'ai vraiment pas envie de vendre mon âme, si ça peut être une image qui peut parler, je pense.
Et donc, j'ai vraiment besoin d'apporter ma pierre à l'édifice et Mmh. de transmettre. C'est aussi ça qui m'a mené vers le choix d'enseignant aussi, Mmh. d'enseigner. Mmh. Transmettre, construire et transmettre quelque part, construire des collectifs humains et transmettre. Voilà, le collectif humain aussi, le fait d'avoir été dans des équipes de foot très sportives quand j'étais jeune, d'avoir fait de la compétition au niveau national à Madagascar dans plusieurs sports, Mmh. m'a aussi donné, on va dire, je pense, un état d'esprit où je sais qu'il faut se battre. Et j'ai un mental, on va dire, que j'ai développé des petits, des jeunes avec le sport, un mental qui peut me permettre d'affronter beaucoup de situations difficiles. D'accord. Donc voilà, je dirais c'est dans mon enfance que je puise toute cette volonté, enfin je pense de ma personnalité qui fait que je me vois pas travailler dans une entreprise classique, capitaliste. Voilà, ça serait pas forcément Mmh. Est-ce que tu est adapté pour moi. est-ce que tu dirais que quand tu étais enfant et justement que tu étais dans ce lien avec les autres, peu importe s'ils étaient, riches ou pauvres, est-ce que tu dirais que tu as ressenti quand même à un certain moment un sentiment d'injustice justement qui peut-être, t'a porté, enfin voilà, en tout cas quand tu me dis ça, je me dis qu'il y a peut-être aussi quand même un sentiment d'injustice, de conscience en fait d'une certaine injustice qui aujourd'hui, voilà, se matérialise dans tes actions aussi de lutter contre ça? Complètement. Complètement, en fait, quand justement tu vois des situations injustes et qu'en plus toi, tu es plutôt du bon côté quand tu es enfant, tu es du côté de la chance, entre guillemets, du Mmh. côté de l'injustice, ben, enfin, en tout cas moi, pour moi, ça m'a fait réfléchir entre guillemets, ma condition sociale très tôt quand j'étais enfant. Mmh. Alors que j'étais encore une fois, je ne suis pas issu d'une famille particulièrement privilégiée plus que d'autres. Donc voilà, mais ça m'a fait très tôt réfléchir à ces sujets-là. Et en effet, quelque part, c'est aussi de là sûrement, il y a sûrement de là vient cette intention aussi de contribuer à quelque part lutter contre ces injustices. C'est vrai que je suis particulièrement, enfin, on va dire, je suis assez sensible sur les injustices et je m'indigne assez facilement. Et justement, je dis toujours que la meilleure manière de combattre une injustice, c'est de travailler contre elle. Mmh. Voilà, de quelque part, passer du temps et des heures et des dizaines et des centaines et des milliers d'heures à essayer de changer les choses. Voilà, je crois beaucoup à cette force-là, cette force du petit pas au quotidien qui, Mmh. euh, qui sur un long chemin, peut te permettre de construire quelque chose de plus grand que toi. Mmh. Donc oui, c'est clairement, l'injustice est une source, je pense, intarissable de combats et de projets pour justement lutter contre celle-ci. Et du coup, justement, si on peut peut-être maintenant aller vers comment quand tu es rentré à Madagascar, comment ça s'est passé pour toi? Parce que finalement, c'était un projet que finalement tu nourrissais depuis longtemps, de rentrer à Madagascar et tu disais tout à l'heure que de toute façon, tu concevais pas de vivre ailleurs que dans ton pays. Comment s'est fait ce retour et voilà, comment tu t'y es pris? Comment ça s'est passé du rêve à la réalité aussi peut-être? Parce que voilà, enfin, certaines personnes qui vont nous voir ont peut-être aussi cette envie de voyager, de bouger, peut-être de rentrer dans leur pays, de contribuer aussi à leur manière. Est-ce que c'était compliqué? Et puis, voilà, qu'est-ce que tu pourrais donner peut-être comme conseil pour ceux qui se posent la question, ou comme encouragement? Parce que tu dis qu'il faut rentrer quand on peut. Alors, bah, déjà, je pense que voilà, ça dépend de chacun et je comprends généralement, je comprends totalement les personnes qui retardent leur retour, hein. Je suis rentré tôt moi, mais c'est parce que c'est moi et c'est ma vision des choses. Mais je Mmh. comprends totalement qu'on puisse voir les choses différemment. Euh, alors, clairement, le retour est pas facile. Le retour est pas facile, même si on s'imagine toujours que ça va bien se passer, justement pour se rassurer. Il y a forcément toujours des petits couacs, des incompréhensions, notamment culturelles, parce que surtout quand on n'a pas encore travaillé à Madagascar, rentrer à Madagascar et y travailler, c'est un autre cadre culturel. Les schémas cognitifs des personnes avec qui on travaille sont totalement différents. Et quand bien même on est de cette culture-là, le fait de n'y avoir jamais travaillé est quand même. Enfin voilà, il ne faut pas sous-estimer
Mm. la différence culturelle et je pense qu'on justement, on la sous-estime tous quand on est en Europe et qu'on veut, en Europe ou ailleurs dans le monde, ou quand on est loin de son pays et qu'on veut y rentrer, je pense qu'on sous-estime beaucoup le choc culturel qu'on peut avoir dans son propre pays. Mm. Euh, C'est presque donc, paradoxal, presque. c'est presque, c'est paradoxal, mais quelque part aussi on regarde vraiment la chose vraiment au sens strict de la culture, bah, c'est pas si paradoxal que ça, puisque voilà, la culture, dès lors qu'on participe à une organisation et qu'on est dans une organisation, qu'on en est membre, eh bien, on acquiert cette culture, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, parce qu'on est justement baigné au quotidien dedans. Mm, mm. Et donc voilà, je pense qu'il y a vraiment, il y a, on s'imbibe quelque part, même si on est de culture malagasy, une fois qu'on part loin et surtout qu'on a travaillé, du coup, on Mm. travaille dans un autre cadre, eh bien, forcément, on va s'imbiber cet autre cadre et on va porter soi-même certaines valeurs, certaines dimensions de ce cadre en soi. Ouais. Et donc, voilà, il y a forcément, je pense, un temps d'adaptation pour qui que ce soit. Il y a un temps d'adaptation de changer d'endroit, en fait, même dès lors, même si on ne sait pas rentrer au pays, forcément, dès lors qu'on change d'endroit, il y a un temps d'adaptation. Je pense que ça. À Madagascar, ce n'est pas facile le retour au pays. Il faut, surtout quand on n'a pas forcément une entreprise qui nous attend ou voilà, on n'est pas recruté au départ d'Europe. C'est pas forcément facile de s'insérer, mais voilà, moi je reste convaincu que beaucoup moins saturé à Madagascar. Et donc là, il y a une grande facilité à créer des organisations, que ce soit des entreprises ou des associations, des ONG. Euh, sur tous les secteurs d'activité, c'est ouvert. Il y a très peu de secteurs d'activité qui sont saturés, comme c'est le cas ailleurs dans le monde, dans les pays un peu plus développés. Et donc on va dire, on se différencie plus facilement sur le marché du travail encore, je Mm. trouve, à Mm. Madagascar en rentrant au pays. C'est plus facile de se différencier que dans un marché de l'emploi dans un pays développé. Parce que Mhm. dans un pays développé, voilà, justement, on sera en concurrence avec plus de monde. Et donc il y a ça aussi. Et puis avec les organisations avec qui j'ai pu collaborer, ça s'est pas toujours bien passé. J'ai connu mon premier licenciement à MADA, je n'étais jamais fait licencier, j'ai connu mon licenciement dès ma première expérience à MADA. Bon, après un licenciement, après une période d'essai d'1 an et 4 mois, je suis pas sûr que ce soit très légal tout ça. Bon, je tairai le nom d'entreprise, mais on peut facilement retrouver de qui il s'agit. Mais voilà, on va dire première expérience un peu, voilà, de licenciement. Euh, alors que c'était justement officiellement dû à une question de valeur culturelle. Donc D'accord. justement, Mm. justement, c'est aussi pour ça que je pense que c'est le gros sujet du retour au pays, c'est un sujet vraiment de culture euh, Mm. Mm. à la fois culture professionnelle, mais à la fois culture nationale, de cultures à différents niveaux. Mm. Et du coup, ouais, donc ce que j'entends, c'est que c'est pas forcément facile de se réinsérer culturellement, voilà, de retrouver du travail, etc. Et puis même d'entreprendre. Pour toi, tu disais tout à l'heure que quand tu étais plus jeune, du coup, tu avais ce côté sportif voilà, cet état d'esprit un peu combatif, hein, qui t'aide aujourd'hui, j'imagine encore, à mener les projets que tu mènes, et tu vas pouvoir nous en parler. Qu'est-ce que, d'après toi, de quoi on a besoin, ou comment est-ce enfin, je sais pas comment dire ça, de quoi qu'est-ce qu'on peut utiliser quand on rentre dans un pays comme ça, comme ressource pour avancer, quand on a un état d'esprit où justement on a envie de construire des choses, on a envie voilà, on a un peu ton état d'esprit, on a envie d'être dans la construction, dans aider Madagascar avec cette intention, et qu'on rentre quand même dans un système et une culture qui sont déjà installés quand même, on peut le dire. Euh, ouais, qu'est-ce que tu pourrais dire ou partager là-dessus? Alors, je pense que c'est surtout de la détermination qui va être vraiment la clé ici, parce que je suis convaincu qu'il y a, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, les contextes et les industries, les secteurs d'activité ne sont pas fermés. Donc, au contraire, ils sont encore assez ouverts.
Donc, je pense qu'il y a vraiment de la place encore pour des gens qui veulent créer des choses à Madagascar. Il y a même beaucoup de place pour créer des choses parce que le pays manque d'infrastructures, aussi bien de construction au sens vraiment infrastructure du terme, mais aussi de tout un tas d'initiatives, que ce soit environnementales, sociales. Il y a des choses, mais il y aurait encore tout un tas de choses à créer. Donc voilà, donc déjà ça c'est un premier point lié vraiment à l'endroit. Il y a de la place entre guillemets à se faire. Bon après, c'est pas forcément simple encore une fois, hein, mais il y a de la place. Ça c'est un premier point. Et donc c'est pas simple, mais je disais la détermination est vraiment pour moi ce qui permet de sortir la tête de l'eau ici. En tout cas, c'est le sentiment que j'ai. Parce que la détermination et puis après d'être qui on est. Enfin, ça va être bizarre peut-être de dire ça, mais justement, bon, on est sur un sommet sur la singularité, donc je peux peut-être, Ouais. voilà, je pense que je peux en parler. Mm. Je pense que c'est important de rester, de garder une certaine singularité pour se différencier, tout simplement. On est Mm. dans un monde où les normes sont très fortes, donc les normes implicites nous incitent fortement à être un peu tous dans les mêmes voies, un peu tous les Mm. mêmes directions, les mêmes chemins. Et pourtant, on se rend compte déjà en stratégie de base, si on veut se différencier et du coup avoir un avantage sur ses concurrents, il faut faire différemment de ses concurrents en fait. Mm. Et essayer de vraiment trouver une voie où les autres ne pourront pas t'imiter. Mm. Euh, et donc, quelque part, c'est aussi ça qui manque quelque part ici, je trouve. C'est qu'en Mm. plus, dans la société malgache, particulièrement, les normes sociales sont très fortes. En tout cas, aujourd'hui, quand on regarde la société telle qu'elle est aujourd'hui, les normes sociales sont très fortes. Moi, je dis toujours en exemple, j'aurais jamais réussi à laisser pousser mes cheveux si j'étais resté non-stop à Mada, parce que ne serait-ce que par la pression sociale de ma propre famille et notamment de mes tantines, que Mm. j'aime beaucoup et que j'adore et à qui je fais un coucou si elles me regardent. Eh bien, j'aurais jamais réussi à laisser pousser mes cheveux, entre guillemets, à Madagascar, Mm. juste du fait de la pression sociale. Ouais. Et donc, quelque part voilà, il y a ça. Je pense que la singularité, le côté se différencier, eh bien, on en a un peu peur encore à Mada parce que justement, voilà, il y a peut-être des choses en lien avec l'histoire, la colonisation, je pense. Et après, forcément, dans cette grande histoire, les normes sociales se sont un peu figées, sont devenues très fortes. Euh, et donc, quelque part, justement, pour, euh, pour sortir la tête de tout ça, de la majorité au final qui ont ces schémas-là, quand on se différencie, et on va dire on peut trouver du travail pendant longtemps, même en étant indépendant. Mm. J'en parlais avec un ami qui justement disait qu'il aimerait bien partir à son compte, mais qu'il a un peu des craintes de faire le grand pas, alors qu'il a une très belle carrière aujourd'hui dans le monde du privé, avec vraiment des très belles entreprises et même de très belles expériences, de très belles responsabilités dans son parcours. Et voilà, quelque part, le grand saut peut un peu faire peur quand on n'a pas l'habitude de le faire. Mais voilà, moi de mon côté, ça fait maintenant depuis cette expérience, cette première expérience où j'étais salarié en rentrant tout de suite au pays, qui a Mm. duré un an et demi. Et bien depuis cette première expérience, je suis à mon compte. Et en étant à mon compte, ça se passe très très bien parce que justement, à mon sens, c'est justement, je suis qui je suis et j'essaie pas d'être quelqu'un d'autre. Et donc, forcément, j'apporte une prestation conseil à une organisation, elle est, à mon sens, elle ressemble pas à ce que d'autres consultants pourraient proposer. Et ça enlève pas justement, ça enlève pas de la qualité à mon travail. Donc, Oui, Jérémy, du coup, on a été encore une fois un petit peu coupé, mais est-ce que tu pourrais maintenant nous parler justement de toi, justement ta singularité, comment tu l'as mise en œuvre à Madagascar et finalement comment tu l'as engagée dans un projet comme Dry Forest et d'autres projets d'ailleurs, hein. Tu peux aussi me parler de passerelle numérique par exemple. Voilà, comment tu as fait un atout de ton chemin, de ta conscience aussi, je dirais. alors oui, j'ai rejoint
j'ai rejoint les deux autres cofondateurs de Joy Forest en 2019, alors qu'ils avaient le projet de cofonder donc l'ONG. Donc Joy Forest, c'est vraiment une ONG qui part, on va dire, des compétences et des expériences de l'un d'entre nous, l'un de nous trois fondateurs. Donc ils sont avec moi Amil Harisson et Erwan Rabenevanan. Et donc voilà, Amil a porté ce projet depuis 10 ans. Il recherchait une équipe pour le rejoindre dans des projets, dans son projet à valoriser, à protéger et à valoriser le baobab, les baobabs de Madagascar et leurs fruits en particulier. Et donc il a d'abord rencontré Erwan et puis après ils m'ont proposé de les rejoindre dans l'aventure de la création de l'ONG Joy Forest. Et donc ce que j'ai fait vraiment avec joie. Et donc, ça fait maintenant 2 ans et demi qu'on travaille qu'on a donc cofondé Joy Forest en janvier donc 2020. Et c'est une ONG donc, qui travaille à Bellou-sur-Mer, au plus près des communautés locales du Ménabé. Et l'objectif, c'est vraiment de créer de l'autonomie, d'apporter de l'autonomie un soutien à l'autonomisation quelque part auprès des populations du Ménabé pour qu'elles puissent vraiment gérer la protection des forêts de baobab et en même temps la régénération de la forêt et la valorisation des produits issus de cette forêt directement à partir du Ménabé. Ok. Là, l'image, elle est un peu figée, mais on peut Oui, continuer si ça te va quand même, du coup, en ok, espérant que pas ça de va souci. se dépiger. Et ce que je me disais, c'est justement, et tu parles d'une rencontre, en fait, c'est parti d'une rencontre avec ces deux autres personnes, mais j'ai l'impression quand même que ce sujet de l'écologie, de la préservation de la terre, en fait, c'est quelque chose qui te touche particulièrement. Alors oui, oui, complètement. Donc c'est vrai que c'est pour ça que c'était sans hésiter que j'ai rejoint le projet. Alors je suis très attaché à la cause environnementale. Je pense comme beaucoup de personnes dans ma génération. Et aussi le fait, encore une fois, d'avoir grandi à Madagascar. Et même du côté de ma mère, donc de mon côté européen, parce que je suis métisse, euh, euh, mon grand-père était agriculteur et donc il m'a aussi transmis, on va dire, voilà, je l'ai toujours vu les mains dans la terre jusqu'à son dernier souffle, jusqu'à la veille de son décès, il était encore les mains dans la terre. Donc c'est pour ça, j'accorde beaucoup de valeur, je donne beaucoup de valeur à à ces activités qui ont les mains dans la terre et qui s'occupent de la terre, qui en prennent soin, parce que ce soit au niveau de l'agriculture ou de l'agroforesterie, parce que sans ces personnes-là, on ne se nourrit pas, et sans ces personnes-là, on n'a pas un air qui est respirable, des sources d'eau qui sont propres, etc. Donc si on n'a pas la nature au final aussi, parce qu'au final, ces personnes prennent soin de la nature, mais c'est au final la nature qui nous fournit tout ça. Donc c'est pour ça que voilà, j'y suis particulièrement attaché. Enfin, je trouve spirituellement, c'est important pour moi d'être lié à la terre. C'est elle qui nous nourrit, c'est elle qui nous fait, enfin, qui nous compose même. Donc, euh, donc voilà, à mon sens, on se doit de chérir notre planète. Et puis les espèces de baobab, du coup, qu'on protège avec Joy Forest dans la forêt Ménabé, sont 3 espèces endémiques dans la forêt Kirin-Dimité, dans la région Ménabé. C'est 3 espèces endémiques, donc la Dansonia rubrostipa, la Dansonia za et la Dansonia grandidieri. Donc, c'est 3 espèces endémiques. Donc, si à un moment cette forêt vient à disparaître, et elle est vraiment, les pressions qui existent sur elle aujourd'hui sont très très fortes. Il y a beaucoup de feux ou de destructions qui ont lieu dans la forêt au point qu'elle disparaît, elle disparaît assez vite, malheureusement. Certains scientifiques disent que ce sera dans les 5 prochaines années, d'autres dans la dizaine d'années, mais en tout cas, c'est assez alarmant comme constat. Et donc, quelque part, si Madagascar perd ses forêts, des forêts comme celle-là, eh bien, ce sont des espèces qui disparaissent pour la planète entière, pas juste pour Madagascar, puisque justement, ce sont des espèces endémiques. Donc en fait, il y a ça aussi. Je trouve
on est sur un joyau à Madagascar ici, en tout cas en termes de biodiversité, on est vraiment sur un joyau, et puis même sur la planète en général, on est sur un joyau. Mm. Et on a plus tendance, nos activités jusque-là, et surtout les activités économiques telles qu'on les a pensées jusque-là et telles qu'on les a développées, à mon sens, sont plus souvent destructrices que régénératrices ou justement vraiment durables. Ouais. Et quelque part, c'est là où, bah, c'est aussi pour ça que j'ai fait une thèse et que on va dire, je me suis penché un peu sur des sujets innovants en termes de management, parce que je pense qu'on peut faire autrement, et je suis convaincu qu'il ne faut pas grand-chose, pas énormément de choses pour faire autrement, si ce n'est juste un management et un leadership différent, dans, qui peut être justement, qui peut être la base du changement. Et donc, c'est un peu quelque part ce que moi je vois humblement, modestement, ce que j'essaie d'apporter à Joy Forest, c'est ça, c'est-à-dire que en tant que président et administrateur bénévole, je suis vraiment à la disposition des équipes de nos 8 salariés aujourd'hui, et surtout de notre directeur exécutif, qui est donc notre cofondateur, Amil Harrison. Eh bien, voilà, je suis vraiment à sa disposition pour l'accompagner en matière de management, pour qu'on essaie autre chose que ce qui domine à Madagascar, qui est souvent un management assez autoritaire, très directif, et qui n'est pas forcément adapté. Si on parle de donner la possibilité aux personnes d'exprimer le meilleur d'elles-mêmes. Donc moi, je Ouais. suis convaincu qu'en étant bienveillant et en étant responsabilisant plutôt qu'infantilisant, c'est-à-dire en évitant par exemple de crier sur ses salariés, ce qui peut être un peu étonnant à Madagascar, puisque la majorité justement des chefs d'entreprise sont plutôt du genre à crier sur leurs salariés quand ils ne sont pas contents. Moi, j'ai le sentiment qu'à Madagascar, il faut surtout éviter de crier, parce que justement, ça serait déshonorant, et la culture, l'honneur, pardon, ayant une place très importante dans notre culture, eh bien, il ne faut absolument pas faire perdre l'honneur à un salarié en public, si on veut justement maintenir une bonne relation avec lui, pour que, in fine, il apporte le meilleur de lui-même à l'organisation. C'est ça le rôle du management, c'est de tirer le meilleur, enfin faire en sorte que les personnes donnent le meilleur d'elles-mêmes, et donc que l'entreprise ou l'organisation puisse tirer le meilleur de ses salariés. Et donc, si on veut avoir le meilleur, que les personnes donnent le meilleur d'elles-mêmes, ce n'est pas en étant malveillant ou en Mm. étant autoritaire, à mon sens, qu'on va obtenir ce qu'on recherche. Mm. Et donc, c'est aussi ça que je teste quelque part en termes de continuité par rapport à ce que je disais par rapport à la recherche. Ouais. Clairement, je suis dans de l'application aujourd'hui de mes recherches, en essayant de voir si, et je pense que j'écrirai sûrement un peu plus tard, dans les années qui viennent, sur justement le sujet, enfin, je suis plutôt dans des recherches appliquées de comment manager à Madagascar pour essayer d'être inclusif, et tout ça avec la finalité de rester bien sûr performant et même voire innovant si possible. Ouais, super. Euh, Ouais, c'est vraiment passionnant, Jérémy, tout ce que tu nous partages sur la partie, voilà, sur comment tu as pu appliquer tes recherches à Madagascar et vraiment dans le concret, parce que c'est vrai que des fois, quand on est en école ou quand voilà, on apprend plein de choses, mais finalement, on les met pas forcément en pratique, et je trouve ça génial que toi, tu puisses ouais, vraiment en faire quelque chose, et que tu aies toujours cette passion de transmettre, d'enseigner, de partager. C'est vraiment inspirant aussi. Justement, en termes de partage, d'inspiration, d'éducation, tu es aussi sur un autre projet actuellement qui est Passerelle numérique. Est-ce que tu peux nous parler un peu aussi de ce projet-là? Oui, alors Passerelle numérique, c'est donc une ONG française qui intervient en Asie du Sud-Est depuis une quinzaine d'années. Et ils ont commencé au Cambodge en 2005. Ensuite, en 2006, si je ne me trompe pas, ils ont développé le Vietnam. Et un peu plus tard, en 2009, si je ne me trompe pas, encore une fois, les Philippines. Et donc, ils ont décidé en 2021 de s'implanter à Madagascar. Et Mm. je fais partie de l'équipe du coup qui les a aidés et accompagnés pour créer la structure ici. Et donc aujourd'hui, voilà, l'ONG Passerelle Numérique est encore en cours de structuration ici à Madagascar. Et les activités, par contre, voilà, sont vraiment déjà bien lancées. Notre première année d'activité a commencé en janvier. Donc, on a recruté 25 jeunes. Donc, le modèle, c'est une prépa numérique, alors qu'au Cambodge, alors qu'en Asie du Sud-Est, c'est plutôt un bac plus 2 en 3 ans.
pour les métiers du numérique. Donc, il y a une petite nuance, on va dire, avec ce qui se passe à Mada. Et à Madagascar, du coup, on prend des jeunes on sélectionne des jeunes qui sont bacheliers du système malagasy euh, et qui sont issus pour ce qui est de la première année, qui sont issus d'organisations, c'est-à-dire qu'ils ont été accompagnés jusqu'à leur bac par des organisations comme SOS Village d'enfants, par exemple, ou encore Zazak El Simba, qui gère un orphelinat, par des organisations comme les Enfants du Soleil, qui est une association aussi plutôt qui agit à anti-rabais, ou encore, voilà, on a travaillé avec le programme Sésame pour avoir accès à certains des personnes qui ont été recalées au concours du programme Sésame de l'IECD, qui est un programme d'excellence ici pour des jeunes bacheliers, pour les orienter dans les filières, il me semble, plutôt scientifiques. Et donc voilà, on a composé la promotion comme ça, suite à une présélection de ces organisations partenaires de leurs jeunes nouvellement bacheliers dans les 2 dernières années. Et on a constitué une promo de 25 en essayant d'atteindre la parité. On n'a pas réussi, mais on n'est pas très très loin. On est à 11 jeunes femmes pour 14 jeunes hommes. Et donc, tout simplement, on n'a pas réussi parce qu'on n'avait pas assez de candidatures féminines. Donc, c'est aussi, justement, je pense que ce sera un sujet sur lequel on essaiera de travailler un peu plus avec les lycées à ce moment-là, à l'avenir. Mais voilà, donc on a sélectionné donc une promotion de 25 jeunes qu'on accompagne du coup en prépa Bac plus 0, c'est-à-dire une prépa non diplômante, mais qui leur donne toutes les compétences, enfin des connaissances et des compétences très utiles à faire des études dans des très bonnes écoles du numérique à Madagascar, aux 4 coins de Madagascar. Okay. Donc, on les accompagne. Donc, moi, j'interviens aussi en tant qu'enseignant. Je suis le responsable développement de Passerelle Numérique, c'est-à-dire que voilà, je travaille sur toute la partie structuration de l'ONG, vu que c'est déjà, on va dire, des compétences que j'ai, notamment grâce à Joy Forest. Et donc, j'accompagne aussi, pour l'instant, aujourd'hui, je fais aussi l'intérim des partenariats, par exemple, toutes les relations avec les écoles aussi, les écoles supérieures pour assurer la fin du parcours et l'insertion des jeunes dans le milieu universitaire dans un premier temps, notre premier objectif. Faire en sorte qu'à l'issue du parcours d'1 an avec Passerelle Numérique, ils soient admis dans une formation en lien avec le numérique dans l'enseignement supérieur malagasy. Et on les accompagnera jusqu'à leur premier emploi dans l'économie du numérique, ou du moins, en tout cas, jusqu'à ce qu'ils trouvent un emploi qui est directement en lien avec leur formation. D'accord. Okay. Et donc, avec un système de bourse, là, le financement vient plutôt de justement l'association Passerelle Numérique qui est basée à Paris et qui fait du fundraising. Donc là, on va dire un peu moins l'optique business model dans ce projet-là, mais un projet très intéressant et très enrichissant, même en tant qu'enseignant, parce que justement, quelque part, le profil des jeunes est vraiment particulier et nécessite un accompagnement qui est d'autant plus fort en termes d'enseignement et d'accompagnement vraiment éducatif. Donc, il y a, on va dire, un plus gros challenge et c'est d'autant plus intéressant. Et en plus, voilà, l'impact et la finalité, voilà, c'est de permettre à des jeunes d'échapper à la pauvreté durablement en leur permettant de poser les premières briques d'une formation universitaire et derrière d'une carrière dans les métiers du numérique qui sont donc un secteur d'avenir, une industrie d'avenir pour le monde entier. Donc voilà, donc je pense que la finalité est vraiment très intéressante et donc voilà, c'est un projet très très motivant et pour lequel donc je travaille en tant que consultant, mais je suis au sein de l'équipe locale. D'accord, super. Bon, on sent que tu es passionné par tous les sujets sur lesquels tu travailles. On va aller vers un peu la conclusion de notre entretien. Du coup, ce que j'aimerais te demander, c'est déjà toi, ce que tu as envie de partager pour finir et aussi peut-être par rapport aux personnes, parce que c'est vrai que moi, je rencontre souvent des personnes qui me disent, moi, j'ai envie d'apporter ma contribution, j'ai envie de créer de l'impact, j'ai envie de trouver du sens dans mon travail, mais en même temps, je ne sais pas comment faire, ou bien j'ai une idée, mais je n'ose pas me lancer. Voilà, si tu as aussi voilà, un encouragement ou quelque chose que tu as envie de leur partager sur ce sujet-là, et puis je te laisse conclure sur, voilà, sur notre entretien.
Alors, ça serait, à part partager quelque chose aux personnes qui ne seraient pas encore n'ont pas encore sauté le pas, de se lancer dans l'entrepreneuriat ou dans la création. Bah, écoutez, je pense qu'il faut y aller, hein, tout simplement. Il faut oser, comme j'aime le dire à mes étudiants, ce monde est à vous. Ce monde est à vous, ce monde est à nous. Nous sommes les personnes qui, entre guillemets, faisons le monde aujourd'hui. Donc, faut pas attendre que le monde se fasse et qu'on le regarde tourner, que des changements arrivent. Il faut apporter soi-même ces changements. Enfin, moi, j'y crois beaucoup, que des petites gouttes peuvent devenir des océans. Donc, voilà, je ne peux inciter tout un chacun à justement assumer toute sa singularité et sauter à pieds joints dans ce qui l'intéresse et ce qui ou elle l'intéresse et aussi ce qui le ou la passionne. Mm. En tout cas, dans ce qui vous passionne, sautez vraiment à pieds joints dans ce qui vous passionne. N'ayez pas peur justement des erreurs, des échecs, justement. Personne ne réussit sans échec. Et j'ai souvent tendance à dire, le ridicule ne tue pas et tout ce qui tue pas rend plus fort. Donc, au final, on peut faire le raccourci. Le ridicule rend plus fort. N'ayez pas peur d'être ridicule. N'ayez pas peur justement d'échouer devant les autres ou d'être un petit peu quelque part déshonoré. Toutes ces situations seront très, très riches d'apprentissage et vous permettront, quoi qu'il arrive, d'apprendre et d'avancer vers la réussite de votre projet, voilà, de ce que vous avez projeté initialement, de votre rêve, d'atteindre ses rêves. Il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, on atteint 80% de ses objectifs. Donc mathématiquement, on a intérêt à en avoir 2000 plutôt que 3. Parce que justement, 80% de 2000, ça fait beaucoup plus que 80% de 3. Donc on a intérêt à en avoir beaucoup si c'est une règle comme ça. Et donc, quelque part, moi, ça fait partie des choses que je me dis. N'ayez pas peur d'avoir plein de projets. Et puis, de toute façon, voilà, on ne peut pas tous les réaliser, peut-être. Mais en ayant plein de projets, au moins, vous avez plein d'options, plein de choix possibles, plein de changements probables à un moment où ce que vous faites ne vous convient plus, votre situation ne vous convient plus. Voilà, il n'y a pas un chemin, il n'y a pas un sens à la réussite. Tant que vous êtes épanoui, c'est le plus important. Entre guillemets, il ne faut pas oublier d'être heureux dans ce qu'on fait. Euh, et moi, voilà, personnellement, en tout cas, très humblement, c'est ce qui me permet de continuer à faire ce que je fais tous les jours avec motivation, détermination et plein d'amour, plein de passion. Parce que voilà, j'aime ce que je fais, ça me passionne et quelque part même voir la vie comme un jeu. Moi, je vois ça quelque part comme un grand jeu de la vie, dont un jeu qui n'est pas toujours très drôle. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est un jeu de rôle, comme dit un de mes amis. Euh, et même si les règles du jeu sont des fois parfois un peu biaisées, ben, c'est pas grave. Gardez vos valeurs et vous verrez bien que vous pourrez changer les règles du jeu justement dans un milieu par exemple où personne n'est honnête. Si vous êtes le seul à être honnête, ben, forcément ça paiera à un moment. Peut-être pas à très court terme, mais sur le long terme, normalement vous serez le gagnant. Et si vous gagnez pas forcément de manière économique, puisque c'est pas forcément là que je voulais en venir, vous pouvez, quoi qu'il arrive, vous y gagnerez en termes d'apprentissage, de connaissances, de sagesse, même si on va dire que ces valeurs-là ne sont pas toujours reconnues à leur juste valeur dans notre société actuelle. Mais voilà, moi je reste convaincu que humainement, ce sont des choses très vertueuses, ce sont des valeurs très vertueuses. Et donc voilà, ne pas hésiter à même aller à contresens et à assumer ce qu'on est en singularité et pour justement se différencier et atteindre ses rêves, ses objectifs. Merci beaucoup, Jérémy, pour ton temps, pour tout ce partage très riche, très généreux. Je mettrai sous la vidéo les liens de tes associations, Braille Forest. Je pense on peut faire des dons pour les baobabs. Passerelle numérique, je mettrai aussi peut-être les liens. Et voilà, tu me donneras les liens aussi que tu as envie de partager avec les personnes qui vont nous voir. Est-ce que tu as envie de dire une dernière chose pour finir ou on s'arrête là-dessus?
Ouais, je voudrais encore une fois te remercier encore une fois pour m'avoir donné l'honneur que ce soit un peu centré sur ma personne. Je suis vraiment encore une fois très touché de pouvoir partager un peu mon expérience, mon parcours. Et voilà. Et j'espère que pour les personnes qui justement participeront et regarderont ce sommet du leadership singulier et engagé, j'espère que voilà, ça vous aura donné envie d'oser d'être vous-même et d'essayer voilà, d'atteindre vos rêves et de continuer en même temps à rêver pour changer notre monde et faire en sorte qu'il soit plus viable, plus vivable pour les générations qui nous suivront, puisque c'est aussi Mm. à eux que l'on emprunte notre terre, entre Mm. guillemets. Merci beaucoup, Jérémy. Merci à toi, Woul. Très bonne continuation. Merci. À très bientôt. À bientôt.